Hello, chers auditeurs et auditrices, ceci est la partie 2 de l'interview avec Adeline du podcast Noir et Femmes. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite à le faire. Sinon, je vous laisse avec la partie 2. Comment tu vis ton identité, ta culture antillaise au Canada? Est-ce que du coup, tu disais que t'es allé en soirée. Est-ce qu'il y a d'autres événements de la communauté antillaise Euh, Montréal? oui, je sais qu'il y en a. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait un chanté Noël aussi Ah ouais, et trop qui bien. se fait. Ouais, je crois qu'il y en a un. Après, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se font. Et moi, je te dirais que sincèrement, c'est par rapport à mes amis aussi. Parce que j'ai quand même quelques amis antillais, donc c'est ça aussi qui renforce ma culture, ma connexion avec la culture. Et écoute, bizarrement, depuis que je suis au Canada, les bons côtés d'Instagram, c'est que j'ai rencontré de plus en plus d'Antillais à travers Instagram. Donc que ce soit des Antillais basés aux Antilles ou basés au Canada. Et ça, je trouve ça cool parce que, par exemple, genre quand je rentre en Martinique, c'est plus juste ma famille, mes cousins. Maintenant, j'ai des amis, alors que j'ai jamais grandi là-bas, tu vois. Donc, j'ai jamais vécu là-bas, mais j'ai des amis maintenant là-bas parce que je les ai rencontrés à travers Instagram, ou c'est des gens que j'ai rencontrés qui étaient au Canada temporairement, mais qui sont rentrés aux Antilles. Et donc ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis aussi, par rapport à ce que je fais avec Noir et Femmes aussi, j'arrive à rencontrer des gens grâce à ça. Et ça aussi, je trouve ça bien parce que moi, dès que tu me dis je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, direct c'est la famille, tu vois. Donc donc là, Ça tout de fait suite, il y plaisir. a un lien. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il y a une barrière qui se direct, on enlève. Ouais, c'est ça, ça brise la glace. Donc ça, c'est cool. Et ouais, et quand même, je te dirais ouais, quand même à Montréal, la communauté est de plus en plus grandissante. Donc oui, c'est cool. Même il y a un carnaval bon, qui est beaucoup plus petit que le Caribana, parce que le Caribana c'est le genre Notting Hill du Canada. C'est à Toronto et donc ça c'est le gros carnaval. Mais encore une fois, c'est très afro-caribéen mais anglophone parce qu'il y a des grosses communautés afro-caribéennes mais anglophones au Canada aussi. Mais du coup, le Carry Fiesta, qui est la version de Montréal, maintenant on commence à avoir des groupes entiers. Donc ça aussi, c'est Ok, cool. trop Ouais. bien. Mm. Super. C'est bien, tu parles un peu de ton podcast, ça permettra de faire la transition. Donc, tu es la créatrice du podcast Noir et Femmes, qui a pour but de créer un safe space, donc c'est un espace sûr pour ceux qui parlent pas anglais, pour les femmes noires. Du coup, pourquoi tu as voulu créer ce podcast? Alors, en fait, l'idée m'est venue quand on était en pleine pandémie et qu'il y a eu l'affaire de George Floyd. C'est un truc, ça m'a, je pense comme beaucoup d'entre nous, ça m'a touchée personnellement. Et, euh, et c'est surtout que, je sais pas, j'ai senti à l'intérieur de moi comme un cri de il faut que je fasse quelque chose pour ma communauté, il faut que je m'investisse. Ouais, on a eu le même déclic, hein. Je pense, Ouais, ouais, ça, ouais. vraiment. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, à la base, c'est parti d'un blog parce que j'aime écrire. Donc, je me suis dit, je vais faire un blog et je vais partager mes expériences. Donc, au début, j'avais comme idée de partager mes expériences déjà d'immigrés, de comment je suis arrivée au Canada, par quoi je suis passée, etc. Mais aussi je sais pas, parler de la vie professionnelle en tant que femme noire, de mon rapport à mes cheveux, mon rapport à ma beauté, etc. Le teint, tout ça, tout ça. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais donner la parole à d'autres femmes aussi, donc je vais faire un podcast. Et je me suis dit aussi que un blog c'est cool, mais que il y a beaucoup de gens qui ont pas encore, enfin, qui n'ont plus cette ce réflexe d'aller lire des articles, etc. Enfin, tu sais, il faut prendre le temps, là, faut avoir le temps pour aller se poser, lire un article, tandis qu'un podcast, ça s'écoute à Ouais, n'importe quel moment, ouais, entre tu le mets en guillemets. fond et c'est bon. Ouais. Exactement. Et donc, je me suis dit, je vais commencer le podcast. Et à la base, donc c'est ça, je faisais des entrevues avec d'autres femmes, on parlait d'un sujet. Mais très vite, en fait, j'étais dans une période où je gérais beaucoup de projets en même temps.
et ça devenait lourd. Donc je me suis dit OK, bon, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je continue le podcast ou pas? Et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais tout changer, je vais changer le format et maintenant ça va juste être, moi en solo qui prend un sujet mais qui en parle, beaucoup moins longtemps. Au lieu que ce soit une entrevue de genre 45 minutes, 1 heure, ça va juste être moi pendant 20 minutes. Mais je vais parler d'un sujet, surtout je vais donner des références pour que si les personnes souhaitent approfondir le sujet, bah, qu'elles puissent le faire, mais toujours en fait avec l'idée de, oui, c'est ma voix qu'on entend, oui, je partage mon expérience, mais mon but c'est que vous aussi vous répondiez, interagissiez vous interagissiez, avec moi et avec, le sujet en fait et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai changé le format et tout de suite en fait ça a beaucoup mieux pris et là en fait les gens ont commencé à vraiment connecter avec moi à travers ce que je racontais et donc c'est absolument ça que je voulais. Et donc vraiment c'est que les femmes qui écoutent mon podcast et aussi certains hommes parce qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast, mais les femmes se sentent interpellées et c'est comme il y en a plein qui me disent ce que tu dis moi aussi je l'ai vécu et donc c'était vraiment ça que je voulais, c'était vraiment mon objectif. Et les hommes eux ils ont ce côté où ils comprennent certaines choses par rapport aux femmes noires maintenant en fait, ils se disent waouh, enfin là maintenant je comprends ce que tu peux vivre, notamment quand je parle d'estime de soi, mais aussi du rapport aux cheveux, du rapport au teint, etc. Et donc là, les gens comprennent mieux. Donc il y a aussi cette idée de sensibilisation de sujets qui sont vraiment relatifs au fait d'être une femme noire dans une société majoritairement blanche et patriarcale. Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a aussi la notion de, comme tu disais, d'espace sécuritaire pour que vraiment, tu sais, les femmes se sentent libres de s'exprimer. Et c'est aussi pour ça que c'est parti d'un blog, ça s'est transformé en podcast, mais maintenant aussi je fais des événements et je fais des événements vraiment pour les femmes noires. Puis là, enfin, je viens de faire un événement, c'était les femmes issues de la diversité, mais je reste vraiment dans cette optique-là où je veux toujours fournir un espace pour nous, par nous, où on est libre et on n'a pas peur de se faire juger, on n'a pas peur de s'exprimer. On peut vraiment être nous-mêmes en fait. Donc voilà. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'est bien que t'en parles parce que ce matin, du coup, j'ai écouté ton intervention. C'était à Soror, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc j'ai écouté l'épisode et franchement très intéressant parce que tu parles aussi de du rapport à tes cheveux, du fait que tu les défrisais et que c'est une fois qu'après que tu les as coupés que tu as eu cette révélation quelque part et que t'as pris soin de tes cheveux et que tu as appris à les coiffer et à les entretenir. Parce que c'est quelque chose, effectivement, je pense dans la communauté, enfin, je pense du fait de l'histoire et de tout ce par quoi la communauté noire est passée, surtout le déracinement pour les peuples antillais, on a perdu cet apprentissage de prendre soin de nos corps et de nos cheveux. Parce que je pense que en Afrique, ils savaient le faire, mais quand on nous a déportés dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, ça s'est perdu. Ouais. Et puis quand tu rajoutes aussi le fait qu'on est dans une société où c'est le teint, tout ce qui se rapproche des traits occidentaux qui est vu comme beau. Ouais. Comme les Nord-Américains le faisaient à l'époque où les hommes et les femmes se défrisaient les cheveux pour se rapprocher du standard blanc européen, quoi. Enfin occidental en tout cas. Donc non, c'est très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que le podcast t'a apporté? Ah, plein de choses. Vraiment énormément de choses. Mais déjà, le fait de combler cet objectif que j'avais de fournir un espace pour les femmes et le fait de pouvoir m'exprimer sur ce qu'on vit. Puis moi, juste qu'on me dise merci pour ce que tu fais, mais c'est ça pour moi, il n'y a pas plus gratifiant que ça. Et puis, écoute, ça m'a ouvert énormément de portes que j'aurais pas cru, parce que par rapport au travail que je fais, on a commencé à m'approcher pour animer des ateliers. Donc, j'avais animé un atelier pour des lycéennes à distance. Là, j'avais animé un atelier sur la place de la femme de couleur
dans la société. Puis là, je vais travailler avec un organisme, je vais animer des ateliers sur le racisme systémique. Puis il y a aussi les événements, l'événement Soror dont tu parlais, que j'ai co-organisé avec 2 autres créatrices de podcasts. Donc c'est tout ça en fait où j'ai vraiment des opportunités qui arrivent à moi par rapport à ça, par rapport au travail que je fais à travers ce projet-là. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour moi parce que j'aurais jamais cru que j'aurais pu développer en fait quelque chose par rapport à ça. Quand je dis quelque chose, c'est des genres de services entre guillemets connexes au podcast parce que c'est moi j'ai pas commencé le podcast, tu sais aujourd'hui le podcast c'est très en vogue donc tu sais on a des stratégies, le marketing, le machin, comment monétiser son podcast etc. Et moi j'ai pas commencé ça du tout pour ça, mais là je commence à entrevoir justement que au lieu d'aller par exemple monétiser mon podcast où je vous dis voilà maintenant tu dois payer pour écouter le podcast, ce que je ne ferai jamais parce que pour moi, non, je l'ai pas démarré pour ça. Mais par contre, je vois que je peux développer des services connexes au podcast parce que le travail que je fais, entre guillemets, crédibilise qui je suis. Et donc, les gens ont envie de travailler avec moi parce qu'ils voient ce que je suis capable de faire. Et puis, je commence aussi à être sollicitée pour du coaching en podcast ou en création de projet. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux développer. Et puis ouais c'est ça donc non moi ça a été que du positif ouais vraiment que du positif. Comme quoi, tu arrives à chaque fois à anticiper mes questions parce que justement, j'allais te dire que sur ton site, j'ai vu que tu proposais des coachings pour lancer son podcast et son entreprise. Ouais. Du coup, là, on est totalement dans l'entrepreneuriat. Comment tu t'es lancé du coup dans l'entrepreneuriat? Alors, des études écoute, aussi dedans, mais oui, comment ça mais en fait, en 2020, moi, ça a été toute une année de de changement, mais aussi de réflexion, beaucoup de réflexion. Et en fait, cette année-là, j'ai travaillé sur un projet de marque de produits capillaires et pour les soins de la peau. Et donc je l'ai lancé fin décembre et j'avais une associée. Et voilà, donc on a lancé le projet et ça s'est bien passé. Je me suis retirée du projet il y a quelques mois pour diverses raisons, mais c'est aussi parce que j'étais plus trop alignée avec le projet, avec la vision de mon associé. Donc j'ai décidé de prendre un chemin divers et j'ai décidé aussi de m'impliquer plus par rapport à Noir et Femmes et par rapport à ce que je peux faire autour de Noir et Femmes parce que je voyais que j'étais sollicitée en fait, donc c'est ça aussi que je me suis dit bon peut-être qu'il y a quelque chose à développer T'as avec écouté les ça. signaux, quoi. Exactement, qui venaient vers toi, c'est vraiment ça et donc je me suis dit ok je vais commencer à voir ce que je peux faire et comme je le disais je suis pas entrepreneur à temps plein du tout. Donc, comme je disais au début de l'épisode, voilà, j'ai un travail, je bosse au sein d'une association. Mais il n'empêche que je veux garder cet aspect d'entrepreneuriat quand même, avec des services que je peux offrir, que ce soit de l'animation d'atelier, mais aussi c'est ça du coaching. Et pour moi, en fait, c'est vraiment une façon de pouvoir être épanouie à 100%. Parce que ce que j'ai réalisé aussi durant l'année 2020, c'est que je ne peux pas être salariée à temps plein. Donc je suis pas à temps plein d'ailleurs. Je suis en 28 heures, mais je peux pas faire juste une seule activité, c'est pas possible. Je peux pas être à 100%. Ok, je vis un travail, j'ai mon 9 à 5 et je fais juste ça. Et voilà, non, je peux pas. Je dois faire d'autres choses à côté. Et après, c'est ça. Si ces choses peuvent me rapporter de l'argent, pourquoi c'est pas, tant tu mieux. vois. Et voilà, exactement. Mais j'ai réalisé ça chez moi que moi j'ai vraiment besoin d'avoir plusieurs activités et plusieurs choses pour pouvoir être vraiment comblée sous tous les aspects. Donc une fois que j'ai réalisé ça chez moi, c'est ce qui a fait aussi que j'ai commencé à pousser mes services et j'ai commencé à pousser en fait mon côté d'entrepreneur. Ouais, je te comprends. Ouais, je te rejoins totalement parce que, en tout cas, je parlais de mon côté, mais moi, je trouve que le podcast, en fait, il me permet de développer mon côté créatif. Et ça, c'est... En fait, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et quand tu réalises ça, tu te dis, mais c'est trop bien, en fait, si je veux faire des vidéos ou des photos, j'en sais n'importe quel format ou inventer quelque chose, je le fais. En fait, c'est que, aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que
quelque chose qui est dans ta tête se matérialise dans la réalité. Ouais. Et tu vois que ça, les gens commencent à le suivre, qu'ils aiment, qu'ils écoutent à des retours. Et tu te dis, mais pendant tout ça de temps, j'étais là, je faisais rien. Et maintenant, Exact. enfin, tu dis, en fait, tout est possible du coup. Et ça, je trouve Mais que oui, c'est trop, mais enfin, oui. c'est le bonus. Enfin, c'est trop bien. Mais oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on n'ose pas parce qu'on se dit, mais qui va écouter mon podcast au début? Puis c'est ça aussi, c'est que moi, ma première saison, par exemple, bah, j'avais 13 épisodes. Puis genre, bah, à la fin de ma première saison, j'étais à 1000 écoutes, tu vois. Moi, j'étais déjà contente, hein. J'étais là, Ouais, bah, c'est cool et tout. c'est bien. Ouais. Mais là, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, avec 10 épisodes en plus, bah, je suis à 16 000 écoutes. Ah ouais. Et ouais, et tu vois, et moi, comme pour moi, c'est un truc qui allait arriver dans des années, tu vois. Tu sais, j'imaginais pas ça parce que j'étais là, ah bon, bah, ok, si chaque saison fait 1000 écoutes, c'est cool. Et non, en fait, quand j'ai vu que ça augmentait de façon exponentielle, je me suis dit, ok, comme, ok, t'es doué pour un truc, genre, continue là-dedans, bonifie-le, mais reste là-dedans parce que il y a un intérêt, en fait. Et, le problème, c'est que tant qu'on ne se lance pas, on sait pas si, il va y avoir un intérêt, mais il faut se lancer. Il faut le faire, en fait. Il faut concrétiser la chose parce que si tu es là dans ta chambre à te dire ah, j'ai envie de faire un podcast, j'ai vraiment envie, mais je vois déjà qu'il y a plein de podcasts, il y en a plein, il y a 10 000 podcasts. Moi, je découvre des centaines de podcasts chaque jour, il y en a plein. Mais d'une, ce qu'il faut se dire, c'est que une personne qui écoute ton podcast, Nico, donc qui écoute le Dom Talk, ça peut être aussi une personne qui écoute Noir et Femme, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. L'un Ouais, oui, n'empêche pas l'autre. Donc exactement. déjà, il y a ce truc il y a pas vraiment de concurrence en fait, tu vois. D'une et de deux, ben écoute, si ça peut être trois personnes qui écoutent ton podcast, mais que les trois personnes te disent, écoute, j'ai écouté ton épisode et franchement, merci pour ce que tu fais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment, je me suis vraiment reconnue ou quelque chose comme ça. Genre moi, pour moi, c'est hyper gratifiant. Enfin, honnêtement, ça renforce, je sais pas, ça renforce ce sentiment d'être comblé, d'avoir fait une bonne action. Et du coup, moi, rien que pour ça, c'est ça que j'adore dans le podcast. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais pas cette idée d'argent, j'avais pas cette idée de je fais un podcast pour gagner de l'argent, parce que moi, c'était vraiment, c'est venu d'un un cri du cœur. Et du coup, moi, c'était à la base, si une personne écoute mon podcast et lui dit que ça lui a fait du bien, ben moi, je suis comblée, en fait. Je Donc, suis d'accord, c'est vrai. ouais. Bah, surtout au vu des problématiques et de la thématique dans laquelle on est. En tout cas, enfin, je pense qu'on ouais, sur ce point-là, je pense qu'on se rejoindra, c'est qu'en fait, on a créé ces podcasts-là parce que il y a un manque de représentativité de nos communautés et aussi un manque de plateformes et de médias qui parlent de nos sujets. Bah, Mhm. toi, tu vois, c'est les femmes noires. Et même si c'est en train de se développer, tu vois, c'est en train de changer. Mais je veux dire, je pense que jusqu'aux années 2000, des plateformes où des femmes noires pouvaient s'exprimer sur leurs Mhm. problématiques et voilà raconter leur quotidien. Je pense pas qu'il y en avait, même à la télé, je pense pas qu'il y en avait tant que ça. Mhm. C'est en train d'évoluer, mais voilà, ça prend encore du temps. Et je pense que bah, tout ça, ça aide bah, à tous les gens qui se reconnaissent à peut-être aussi réaliser des choses dans leur quotidien. En fait, c'est que voilà, quand tu vas mettre des mots sur des réalités qu'ils vivent, ils vont se dire, eh, mais attends, moi je vis ça tous les jours et entre guillemets c'est ma Mhm. normalité, mais en fait c'est pas normal et faut que ça change. Et du coup, je pense que l'intérêt, voilà, c'est de créer des déclics et aussi que les gens se Mhm. reconnaissent et qui puissent ouais, apprécier ce genre de contenu aussi. Mais oui, tout à Ouais. fait. C'est vraiment ça. Par rapport à la Martinique, parce Mhm. que tu m'as dit tout à l'heure que t'aimerais y rentrer. Mhm. Du coup, ouais, du coup, tu souhaites rentrer définitivement en Martinique à terme. Oui, oui, à terme. J'ai pas encore de date fixe parce que encore une fois, comme je t'ai dit, ben j'ai eu beaucoup d'opportunités ces derniers mois, donc c'est dur de dire pour moi 2023 je rentre en Martinique parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de commencer, donc je peux pas juste tout arrêter. Par contre, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose que je vois d'ici 4-5 ans. Ça peut être plus, mais je voudrais être en Martinique avant mes 40 ans, clairement. Euh, et, euh, et ouais, pour moi, ben, ça fait partie d'une des réalisations que j'ai eues en vivant ici, c'est que justement, j'ai commencé vraiment à me pencher sur les réalités de nos territoires et l'histoire et ce qui s'y passait. Et c'est aussi que ça a été comme une réalisation de le pays a besoin de nous parce que
si on continue à juste s'en aller et ne pas revenir, ben il va Bah, il se y aura plus personne. retrouver aux mains de on sait qui. Tout à fait, exactement. Donc et moi personnellement, j'ai pas du tout envie que ça arrive et c'est aussi pour ça que je me suis dit je veux rentrer mais je veux rentrer à ma façon. Moi je veux pas rentrer je suis le superbe compte retour au pays. Mais des fois, tu sais, je vois des témoignages, je suis rentrée, mais je suis repartie. Je suis rentrée, mais mes rêves, je suis vite redescendue. Ça s'est pas du tout bien passé. Et moi, j'ai pas envie de rentrer comme ça. Moi, j'ai pas envie de rentrer. Même si on sait jamais ce qui se passe dans la vie, évidemment, on peut rien prévoir. Mais moi, j'ai envie de rentrer dans les meilleures conditions possibles. Et pour moi, les meilleures conditions possibles, par exemple, c'est d'être entrepreneur. Je me vois pas rentrer, être au salariat, devoir chercher un travail, envoyer des CV, etc. Même si, quand je suis rentrée en Martinique, là, au mois d'avril, j'ai envoyé des CV pour voir, pour prendre un petit peu La température, ouais. exactement, voir ce que ça donnait. J'ai quand même eu genre un ou deux retours, donc c'était pas si mal. Mais c'est ça, j'avais envie de voir comment ça se passait. Mais voilà, moi mon but c'est vraiment de rentrer avec des projets et de les développer parce que je sais que c'est comme ça que je serai épanouie là-bas parce que le but aussi c'est de rentrer et d'être épanouie, c'est pas juste rentrer pour rentrer, c'est de rentrer et d'être épanouie et j'attends aussi d'être vraiment prête psychologiquement parce que passer de Montréal à la Martinique, c'est un gros changement en termes de rythme de vie et en termes de mentalité aussi, tu vois, il faut se dire les choses. Donc il y a ça aussi, moi j'attends aussi de faire ce travail-là, même si moi je sais que sincèrement, psychologiquement, je suis prête à un gros changement, donc c'est pas ça le qui me fait peur, mais c'est aussi d'avoir vraiment conscience de tout ça aussi, de se dire que des petites choses qui peuvent être très très banales ici, que je les aurais pas forcément en Martinique et vice versa. Mais aussi c'est ma situation puisque mon conjoint, lui, il est canadien d'origine haïtienne, il a jamais mis les pieds à Paris, par exemple, donc rien que la France, il connaît pas du tout, donc il connaît encore moins la Martinique. Donc c'est de lui faire comprendre aussi que tu sais c'est un territoire oui caribéen mais français donc qu'il fasse la transition que tu sais voilà qu'on puisse aussi moi je veux qu'il soit bien là-bas aussi donc c'est tout ça tu vois c'est de faire plusieurs voyages avant de se dire OK Ouais. on fait Préparer le vraiment terrain, le ouais. move mais c'est ça on prépare le terrain d'abord et donc c'est ça moi je veux rentrer comme je te dis dans les meilleures conditions possibles donc pour moi ça se prépare et pour moi personnellement par rapport à ma situation ça va se préparer sur plusieurs années. Ok, d'accord. Ok. Parce que du coup, alors lui, il a grandi au Canada, il a pas grandi en Haïti. Non, donc lui, il a jamais mis les pieds en Haïti. Ah ouais, d'accord. Donc il a même pas Il la est vie né sur l'île, enfin sur une île quoi. Il connaît non, pas. il Ah connaît oui, là, pas. Par effectivement, ouais, contre, c'est. il est né, il a grandi à Montréal jusqu'à 11 ans. Il a vécu toute son adolescence à Miami. Donc après, il a quand même déjà le climat. Il sait c'est quoi le climat, enfin voilà, les tropiques, etc. Et après, il y a quand même ce truc où euh, tu sais, il est très versatile, mon copain. Donc, il est plus anglophone que francophone, mais il est capable, enfin, il parle un français très très bien. Et puis aussi, il comprend et il parle créole haïtien et il comprend. Je lui parle de plus en plus créole martiniquais. Donc on essaye vraiment de, tu sais, d'échanger, de s'enrichir mutuellement par rapport à ça. Donc ça, au moins, je prépare le terrain par rapport à ça. Puis lui, il est très ouvert. C'est pas comme s'il est en mode non, la Martinique, je veux rien savoir. Non, non, non. Lui, il est très ouvert. Lui, il est en mode oui, oui, viens, on y va. Mais juste, on se prépare, Faut tu bien vois, parce préparer, que ouais. lui aussi, il Ok, est entrepreneur. d'accord. Donc il y a aussi ce truc de, il faut qu'on soit sûr qu'il puisse ouais, que lui aussi il puisse être bien dans sa Oui, situation bien sûr. professionnelle, quoi. Donc, Ok, très bien. mm. Est-ce que tu connais l'association Aller Virer? Oui.
Ouais, ok. Parce que du coup, j'avais l'été dernier, j'étais en Martinique du coup pour les vacances et ils avaient fait du coup une conférence, enfin une journée du coup de rencontre et j'avais discuté avec une ancienne basketteuse professionnelle qui s'appelle Leslie Ardon, donc qui est martiniquaise, qui a fait donc toute sa carrière à l'étranger, qui est rentrée du coup au pays pour lancer son entreprise. Et du coup, on parlait du retour au pays et elle, un de ses conseils, c'est qu'en fait, le retour au pays, en fait, pour elle, en tout cas, ça se prépare très en avance dans le sens où, par exemple, imagine tu veux rentrer dans 2-3 ans, bah, c'est pas dans 3 ans que tu vas commencer à envoyer des CV. Si tu veux être, par exemple, être salarié. En gros, les conseils qu'elle donnait, c'était de créer son réseau sur place, avoir des contacts, puisque ça marche. Enfin, là-bas, en tout cas, encore plus, ça marche comme ça, du coup, pour trouver des opportunités. Et aussi, être visible. Et je pense que, avec ton podcast, c'est le cas. C'est-à-dire, en fait, se faire connaître par les gens qui sont là-bas. Et du coup, ça peut t'ouvrir des portes. Donc, voilà, ça peut t'aider dans ta démarche. C'est des petits Merci. conseils qu'elle a donnés et je pense que ça, Mmh. c'est le bienvenu parce que c'est vrai que si, imaginons, hein, si, je sais pas, dans 2-3 ans, dans une situation où tu te dis, j'en peux plus de Montréal, faut que je rentre là, et du coup, Mmh. c'est compliqué ou t'as du mal, si t'as préparé en avance, du coup, du jour au lendemain, enfin, en tout cas, peut-être plus rapidement, tu pourras rentrer et Ouais. voilà. Donc, voilà. Donc, si quelques conseils pour le retour, je pense Merci. que Ouais, ça ouais, peut mais aider. c'est ce que j'avais commencé à faire lors de mon dernier séjour. Vraiment commencer un peu à prendre le pouls, à ajouter plein de gens sur LinkedIn. Ouais. C'est en mode, hey Je suis là, ouais, ouais, je suis prenez-moi. là. Ouais, ouais, je suis là. Donc Ok, vraiment, et c'est d'accord. aussi pour ça que j'ai commencé à envoyer des CV pour que les gens aient un peu en tête mon profil, ce que je fais, même si oui, je voudrais pas être salariée, mais j'ai aussi cette réalité-là que si je dois rentrer, que je dois être salariée, je le ferai, tu vois. Si pour commencer, je dois être salariée, je serai salariée jusqu'à ce que je puisse vraiment lancer mes projets. Mais c'est ça, c'est que tu sais, pour moi, il y a tellement de perspectives de développement en Martinique que je me dis ce serait dommage que je rentre et que je sois juste salariée alors que je peux faire tellement plein de choses là-bas parce que j'ai quand même aussi, tu sais, j'ai un background de 12 ans en tourisme et je peux pas laisser passer ça là-bas, quoi. Tu sais, genre en Martinique, je sais que je peux développer un truc côté touristique, mais aussi côté communautaire. Donc moi, c'est même côté entrepreneur, je sais que je peux faire plein de trucs là-bas. Donc c'est pour ça aussi que je veux vraiment préparer les choses, préparer les projets et après voilà, quand il sera le temps de vraiment commencer aussi à concrétiser les choses, on le fera petit à petit, quoi. Ok, super. C'est vrai que par exemple au niveau de tourisme, ça me fait penser à une anecdote. En Guadeloupe, il y a une Guadeloupéenne qui est rentrée au pays et tout, et elle a lancé un concept du coup de massage dans la rivière et en mode un peu, enfin en mode luxe et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle prend des tables de massage qu'elle installe dans un lit de rivière et du coup, tu te fais masser mais au milieu de la nature Oh avec des huiles waouh! essentielles, des bougies, etc. Fait une Ah ambiance c'est voilà génial particulière. ça. Et ça, franchement, ça j'ai fait mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Ah c'est Donc je, génial. enfin, tu vois, c'est des très bien. Enfin, quand tu le vois, tu te dis mais évidemment. Et en fait, donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc je pense Oui, que oui. faut juste Et observer. et je Voilà. voudrais juste ajouter aussi que ce que j'aime aussi du fait d'être à Montréal, et comme je te disais tout à l'heure, je connecte avec des gens, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou peu importe. Mais justement, c'est d'avoir aussi cette ouverture d'esprit et d'être ouvert à la collaboration, parce que je pense aussi que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi être de plus en plus à être capable de rentrer au pays, parce que si on se dit écoutez, tu sais, genre on est 3-4, on a une idée, venez, on se met ensemble et on le fait. Et je trouve que tu sais, dans l'Hexagone, on est un peu tous chacun de notre côté, comme oui, on va au carnaval de Montpellier, de Oui, Paris, de Bordeaux, de tu ouais. sais, De Toulouse et genre tout, ouais. Ouais. oui, on se réunit pour faire la fête, pour faire des trucs, c'est génial. Mais dès que c'est OK, vas-y, venez, on On crée monte des un truc, projets. on Ouais. monte un projet, on crée une structure, c'est comme s'il y a plus personne, tu vois? Chacun veut être dans son coin, chacun a ses trucs. Et tu sais, je veux pas blâmer les gens, c'est normal, chacun a sa vie aussi, chacun ses réalités. Mais je trouve que, tu sais, quand t'es ailleurs et que t'as cette envie vraiment de rentrer au pays, t'as pas peur de parler de tes projets aux autres et de te dire, venez, tu sais, genre, toi, tu connais telle personne, peut-être que cette personne-là elle peut m'aider dans mon projet. Venez, on collabore ensemble et on fait quelque chose, on crée quelque chose, parce que
Tu sais, les histoires de self-made man, self-made woman, moi, j'y crois pas. T'es obligé d'avoir des gens autour de toi Oui, c'est clair, pour c'est clair. pouvoir t'aider dans tes projets. Il y a rien qui se fait tout seul, en fait. Donc, c'est ça aussi, je me dis, si on est de plus en plus à être dans cette mentalité de, OK, je veux rentrer, mais je veux rentrer avec un certain projet, ben, venez, on en discute, venez, on en parle. C'est quoi tes projets? OK, moi, j'ai ces talents-là, je peux t'aider là-dedans. Toi, t'as ces talents-là, tu peux m'aider là-dedans et on s'aide, en fait. Non, bien sûr, bah, qu'on n'ait pas peur d'être communautaire et ça n'a rien de Exact. négatif et de péjoratif. Ouais. Parce que là, je me dis, on n'est pas beaucoup, tu vois, en termes de population. Donc, si on Mhm. n'est pas entre nous, c'est compliqué. Et puis, dans le sens aussi. Mais après, je pense que c'est une tendance qui entre, en tout cas dans notre génération, quand je le vois autour de moi, il y a pas mal de jeunes antillais, que ce soit voilà, Guyanais, Réunion, Mayotte, etc., qui lancent des projets entrepreneuriaux, qui montent leurs médias, qui montent leur business, etc. Mhm. Et il y a un changement de mentalité. C'est-à-dire Ouais, que je pense que nous, on ne veut pas, enfin, comment dire, on est différent de nos parents. Nos parents, je pense qu'ils ont mis les bases pour que voilà, on puisse avoir le minimum pour pouvoir faire des études, etc. Et là, exact, nous, on est en mode, on veut faire notre argent et développer notre territoire. exact. Donc, il y a une bonne dynamique qui est en train de se Ouais, créer. ouais, Et ouais. ça va se faire sur le temps, mais c'est en train d'avancer. Mhm. Non, mais c'est Euh, motivant aussi, tu ouais, vois. exactement. Non, c'est Mhm. clair. Mm. Bah, du coup, Adeline, on arrive bientôt à la fin du podcast, Oui, mais j'ai encore deux petites questions à te poser. oui. Bah, du coup, alors, pourquoi tu as voulu participer à ce podcast? Bah, écoute, déjà, moi je trouvais le concept vraiment cool. Et quand j'ai écouté ben, ton épisode avec Mathieu Gama, moi c'est Mathieu Gama, il me fait. Je l'avais déjà vu en entrevue, puis j'ai son livre d'ailleurs que il faut que je lise, qui est dans ma pile là de Le jour où les Antilles feront peuple. Oui, Effectivement, ouais, exactement. ouais. Et bah pour la petite anecdote, peut-être que tu me poseras la question après, mais j'ai un autre podcast aussi du nom d'Identithèse que j'anime donc avec deux amis et Michel Martineau qui est doctorante en Sciences Po donc ici à Montréal, mais qui a fait enfin qui est guadeloupéenne et mon autre ami Jordi Bellance qui lui a une maîtrise en psychologie et en fait à la base, moi, je connais chacun des deux, mais j'avais des discussions tellement genre profondes et intenses sur la situation des Antilles avec eux que je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous réunir tous les deux. Moi, je sais faire des podcasts. Toi, t'es une pro en Sciences Po. Tu fais une thèse sur Michelle, elle fait une thèse sur l'identité guadeloupéenne. Donc je me suis dit ok, on va prendre ça, puis on va prendre le côté psychologique de Jordi et on va faire un podcast sur les complexes identitaires aux Antilles. Et du coup, je me suis dit que c'était une façon aussi pour moi de plonger dans vraiment de comprendre mon peuple en fait. Et c'est pour ça que, enfin, je fais le rapport avec le livre de Mathieu Gama parce que c'est ça le jour où tu sais le jour où enfin vraiment on aura une identité à nous, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une identité à nous quand on est issu de traumatismes et de choses enfin qui sont quand on est issu vraiment de mélanges malgré nous et enfin et aussi de toute une pensée d'une mentalité coloniale, mais comment on fait en fait pour être Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est un comment on gros chantier, je te le un fais pas très, très dire. gros chantier et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer dans une moindre mesure, bien sûr, mais en tout cas, avec mes deux amis, bah, on va se creuser les méninges et on va on va aller dans des écrits, on va aller voir des articles, les livres, des documentaires qui ont été faits à ce sujet-là et c'est fou parce que plus on avance dans les épisodes et plus, enfin, plus je découvre des choses et je me dis, mais waouh, enfin, on part de loin en tant que peuple, on part de très très loin et voilà. Mais du coup, le fait que toi, ton podcast veuille vraiment donner la parole à aux Antillais et aux personnes issues des territoires d'outre-mer, pas qu'aux Antillais d'ailleurs, mais que justement on ait un espace où on puisse s'exprimer, que ce soit sur notre vie de tous les jours, les choses qu'on a accomplies, mais aussi sur notre identité de comment est-ce qu'on se voit en tant qu'originaire d'un territoire d'outre-mer et quel est notre rapport et avec notre territoire et avec l'Hexagone, mais aussi avec les autres territoires parce que ça aussi, tu vois, on n'en parle pas souvent, mais tu sais, oui, Guadeloupe, Martinique, on se sait parce que voilà, on est proche
que ce soit en termes de géographie, mais même en termes, tu sais, nos créoles se ressemblent, nos cultures se ressemblent. Donc, on a ce truc-là. Puis même avec la Guyane aussi, même si elle c'est un peu plus bas, mais on a ce truc de anti-Guyane ou, enfin voilà. Mais c'est comme si on oublie aussi les autres territoires qui sont que ce soit dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, comme si on les oublie, mais ça fait aussi partie de l'histoire des territoires d'outre-mer et de l'histoire de la France. Et on connaît pas leur histoire. Moi, je connais pas l'histoire de la Réunion, je connais pas l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, je connais pas l'histoire de la Polynésie, et ça fait partie de la France. Donc je me dis, mais attends, mais pourquoi on connaît nous tous, on connaît l'histoire de la France. Et on se connaît pas. Déjà, alors on se connaît pas nous-mêmes et on connaît pas les autres. Alors, c'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? Mais Ouais, par non, bien contre, sûr. sur l'histoire de la France, on est tous Ah oui. calés, tu vois, parce On que a appris tous les fleuves et tout là. Enfin, bon, exactement, on apprend les fleuves, on apprend les rois de France et ceci et cela, mais par contre, notre histoire, on la connaît pas, et on connaît pas l'histoire de nos autres territoires, et c'est pas normal ça, tu vois. exactement. Non, non, mais bien sûr. Mais ça, tu vois, moi je me dis, c'est en fait à un moment donné, c'est à nous de l'apprendre d'aller chercher cette connaissance, parce que on peut pas demander à l'agresseur de vouloir élever tu vois, l'agresser. Enfin, Exact. je vais pas rester bloqué dans l'histoire, mais faut pas oublier ça non plus. Oui, Et bien voilà, sûr. enfin, je pense pas que ce soit dans l'intérêt de la France qu'on soit très au fait des choses. Enfin, bref, surtout, par exemple, on pourrait reparler d'Haïti, mais un truc tout Mm. bête, mais Mathieu Gama aussi le disait, mais je suis d'accord avec lui, c'est que en fait, parce qu'il y a eu des mouvements indépendantistes en Guadeloupe, Martinique, Ouais, etc. ouais, Et quand on parle d'indépendance dans nos territoires, les gens ont peur parce que ils se disent, ou on leur dit, ah mais on va devenir comme Haïti. Mais les gens oublient que la France a fait payer une dette de plusieurs milliards d'euros à Haïti, et ils leur fait payer leur indépendance. Donc forcément, ça n'aide du tout pas pour le développement, et c'est un fardeau. Donc voilà, donc faut pas. Et puis même, enfin, je veux dire, chaque histoire est différente, et il y a plein d'autres pays qui se sont décolonisés, qui ont fait leur indépendance et qui maintenant exact. se portent bien. Donc on peut Mhm. apprendre. Enfin, je veux dire, et puis c'est pas un truc. Enfin, si on veut tendre vers ça, on peut le préparer. Enfin voilà, bref, voilà. Mais Bon, exact, c'est encore notre sujet, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Une indépendance, ça se prépare. Ça se prépare. Quand on voit par exemple la Barbade, elle est pas devenue indépendante du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait sur des années. Et moi, je le dis, même si ça prend des décennies pour qu'on soit indépendant, mais ça se fait en étapes. Ça, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est des choses ça va prendre du temps, mais on est capable, tu vois. Mais maintenant, c'est de la volonté. Et encore une fois, tant qu'on sait pas qui on est, donc ça reste un problème identitaire. Tant qu'on sait pas qui on est, quelle indépendance on va aller chercher, parce qu'on c'est sait ça. pas qui on est. C'est ça. Mais moi, je dis, avant tout ça, il faut que nous, en termes antillais et afro-descendants, on a un gros travail identitaire et Eh même oui. de développement personnel à faire. Parce que il y a plein de blocages, plein de visions, enfin comment dire, ouais, du cliché, enfin, je vois, voilà, Exact. de limites qu'on a. Mhm. Mais une fois qu'on aura débloqué tout ça, en fait, je sais pas si enfin, moi, je trouve qu'on est quand même puissant, parce que souvent, je dis à mes amis, quand tu pars des Antilles et que tu viens vivre en Hexagone pour faire des études, pour travailler, enfin c'est un gros déracinement, mais on tient, tu vois, enfin, on est là malgré Oui. voilà, le froid, le racisme, bref, les difficultés, les liens avec la famille, machin. On a notre musique, elle rayonne partout grâce à Kassa. Maintenant on a Ouais. Kalash, enfin dans le Ouais. sport on défonce tout, enfin notre rhum il est reconnu, enfin on a plein de talents, enfin on a des Eh oui. territoires riches, donc il faut on est peut-être petit en termes de géographie, mais notre voix compte aussi. Eh oui. Faut arrêter de Exact. vouloir se comparer et prendre conscience de notre force et tout. Ne pas, je ne suis pas tout du tout dans un dénigrement de l'autre, c'est juste nous-mêmes qu'on ait conscience de qui on est, de notre force. Eh Voilà. oui. Et le jour où on aura ça, le reste, ça va Mais couler. tu sais, c'est aussi de reconnaître, et après on arrête de divaguer là, parce que je sens qu'on divague beaucoup, Ouais, j'avais. mais c'est aussi de reconnaître que, tu sais, on peut pas continuer à juste être attaché à un territoire qui tu sais, nous a colonisé, comme tu disais, l'agresseur. On peut pas continuer à rester attaché à cette identité-là, qui est genre un pays à 8000 kilomètres de nous, et à ignorer tout ce qui se passe autour de nous, à ignorer qu'on fait partie d'une zone, enfin voilà, de territoire, Caraïbes et Amérique du Sud, ouais. la zone Caraïbe. On peut pas juste continuer
à se dire que nous, on est juste la Martinique ou la Guadeloupe, mais que tout ce qui, enfin, notre vie et toute notre politique, enfin, tout est relié à la France qui a 8000 kilomètres. Ça n'a aucun sens, en fait. On peut pas continuer à vivre un mode de vie européen, occidental, alors qu'on est au milieu de la mer et qu'on est dans les Caraïbes et qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités, ne serait-ce qu'en termes de climat, ne serait-ce qu'en termes de, enfin voilà, tu vois, nous on a, tu sais, quand les gens disent l'été en Martinique, mais ça n'a aucun sens, il y a pas d'été en Martinique, tu vois. C'est clair, non, mais je suis Tu vois ce d'accord. que je veux dire? C'est un non-sens, Il y a, non, mais bien sûr. y a pas d'été, donc tu sais qu'on arrête avec toutes ces choses-là. On n'est pas du tout, on vit pas la même vie, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit aux Antilles. Les deux, c'est pas du tout les mêmes réalités, c'est pas le même climat, c'est pas la même géographie. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, donc on peut pas juste continuer à se caler sur un pays qui ne nous ressemble pas du tout et qui est situé à 8000 kilomètres de nous. Ça ne fait aucun sens. Et même, tu sais, il y a l'aspect géographique, etc., mais l'aspect identitaire, l'aspect d'apparence, enfin, voilà, l'histoire, elle est pas du tout la même. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible, c'est pas viable, en fait. Oui, non, bien sûr, c'est limite schizophrénique, mais bon. Oui. Alors, du coup, on va parce qu'effectivement, l'interview enfin, il y a une petite durée, mais c'est pas grave. C'est parce que l'échange est très intéressant. Du coup, pour finir, est-ce que tu auras un message à faire passer aux femmes noires? Ah oui, bah écoute, moi mon gros message c'est déjà soyez fiers de qui vous êtes. Vous avez été créé, que vous soyez croyante ou pas, que vous appeliez Dieu, moi je l'appelle l'être suprême, mais l'être suprême vous a créé de manière parfaite, donc vous êtes parfaite comme vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. Bien sûr, il y a les réalités de la vie qui font que on passe par des choses, on passe par des embûches et on doit traverser des choses du fait de notre couleur de peau, du fait de notre genre, mais ça n'empêche pas que on a une force et une puissance en nous qui est incomparable et ne jamais oublier ça, ne jamais oublier la force que l'on détient, la puissance que l'on détient et ne jamais oublier tout ce que nos ancêtres ont dû sacrifier pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc ne jamais oublier ça. Ok, très bien, super message de fin. Merci beaucoup à toi, Adeline, pour avoir participé à Dom Talk et à cet épisode. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et SoundCloud. Abonnez-vous à la page YouTube et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et bon courage en Lot Soleil et Plisfos.